Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité. Le Ghana de retour au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la troisième fois que le pays y siégera en tant que membre non permanent, un siège qu'il occupera jusqu'en 2023. En Côte d'Ivoire, Abou Sie Ouattara, directeur général des impôts, a présenté l'annexe fiscale à la loi des finances 2022 ce 7 janvier. Il a annoncé une pression fiscale estimée à 12%, l'un des taux les plus faibles de l'UEMOA. Et puis, promotion de l'écotourisme au Tchad, alors que le secteur touristique est en berne dans le pays. L'objectif est d'encourager le tourisme local en faisant découvrir aux jeunes les paysages naturels du pays. Mais d'abord au Tchad, vers un apaisement des relations entre l'opposition et le gouvernement de la transition. Un communiqué commun a été publié ce 7 janvier par 5 groupements des partis politiques de l'opposition. Il salue l'annonce du président du CNT au pouvoir, le général Mahamat Idriss Déby, de tenir un dialogue national inclusif le 15 février prochain, un dialogue qui soulage l'opposition qui avait réclamé notamment l'inclusion de toutes les forces vives dans le processus de dialogue. Les signataires du communiqué réclament néanmoins un engagement pour rendre le dialogue national souverain et une représentation équitable au dialogue. Le Ghana rejoint le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est la troisième fois que le pays occupe un siège en tant que membre non permanent. Son mandat prendra fin en décembre 2023. Le Ghana aura notamment la mission de promouvoir la paix et la sécurité internationale. L'Afrique sera sa première priorité. Mildred Diamou. Le Ghana fait son entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies 15 ans après sa dernière élection en tant que membre non permanent. Le nouveau mandat du pays d'Afrique de l'Ouest est en cours depuis le 1er janvier 2022. Le Ghana siégera à ce Conseil jusqu'en décembre 2023. Il représente ainsi l'Afrique au sein de l'organe onusien, aux côtés du Kenya qui termine son mandat fin 2022. En ce moment particulier, la participation du Ghana est quand même salutaire parce que ça arrive à un moment où la crise, l'instabilité politique et sécuritaire dans l'Afrique de l'Ouest est à son paroxysme. Le monde entier et la communauté internationale de façon générale est orienté vers le Sahel et l'Afrique de l'Ouest pour essayer de juguler les défis à la sécurité et à la stabilité. Donc c'est un enjeu stratégique et c'est un moment stratégique qu'il faut savoir utiliser à bon escient. C'est la troisième fois que le Ghana occupe un siège non permanent au sein du Conseil de sécurité onusien qui dirige les efforts de paix dans le monde pour assurer la sécurité de ses pays membres. Le mandat du Ghana se concentrera sur la lutte contre les menaces à la paix et à la sécurité internationale pour un développement durable et inclusif. Nous avons espoir qu'un représentant de l'Afrique de l'Ouest dans cet organe-là pourra adresser efficacement et rapidement ces problèmes de violation des constitutions, ces problèmes djihadistes, ces problèmes de coups d'État qui sont maintenant fréquents en Afrique de l'Ouest. La première intégration du Ghana au Conseil de sécurité des Nations Unies remonte aux années 1960 et plus récemment de janvier 2006 à décembre 2007. Le Conseil est composé de 15 membres, 10 sièges pour les membres non permanents et 5 pour les membres permanents, à savoir la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique qui disposent d'un droit de veto. Les Comores en passe de devenir un pays émergent d'ici à 2030, c'est l'objectif du gouvernement. Le président Azali Assoumani a fait le point ce 31 décembre sur les réformes mises en place sur l'archipel, notamment dans le secteur financier, des réformes économiques afin d'encourager les investissements. Les explications de Philomène Sine. Le président Azali Assoumani veut faire des Comores une terre très attractive aux investissements. Il s'active ainsi à mettre en œuvre des réformes dans le but de soutenir les promoteurs et investisseurs, peut-on comprendre dans son discours adressé à la cérémonie solennelle sur l'état de l'Union à la veille du nouvel an 2022. En référence à la vision de notre plan, qui voudrait que les Comores soient dotés d'infrastructures de niveau, qui soutiennent la transformation structurelle de l'économie et de notre émergence. L'État s'est engagé dans plusieurs chantiers concourants vers l'atteinte des objectifs du PCE d'ici 2030.
Le secteur financier comorien a connu un développement majeur avec un bon nombre de réformes et l'adoption de la loi qui a conduit au redressement des institutions financières du pays selon l'exécutif. Le gouvernement a ainsi réorienté sa stratégie touristique qui a fait croître de 67% les entrées dans l'archipel en 2021. C'est aussi pourquoi nous entendons raffermir davantage les liens culturels de l'Union des Comores, en créant la Maison d'art et de culture, en développant un programme de valorisation du patrimoine culturel, en encadrant les associations culturelles, traditionnelles et religieuses, quel que soit leur engagement. Afin de renforcer la cohésion sociale dans l'archipel des Comores et promouvoir la démocratie, le président de la République, Azali Assoumani, a signé un décret qui porte création et fonctionnement de la coordination du dialogue national intercomorien et qui se tiendra prochainement. En Côte d'Ivoire, la pression fiscale est estimée à 12%. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 7 janvier le directeur général des impôts, Aboussié Ouattara, lors d'une présentation de l'annexe fiscale à la loi des finances 2022. Ce taux serait l'un des plus faibles de l'UEMOA alors que la norme admise est de 18%. Les explications de Joël Ballot. Entre 2020 et 2021, la pression fiscale en Côte d'Ivoire est passée de 12,5% à 12%, devenant l'un des taux les plus faibles de l'espace UEMOA, établi à 18% selon Aboussié Ouattara, directeur général des impôts. À l'en croire, l'annexe fiscale 2022 permettra de remonter ce taux à travers la mise en place de nouvelles dispositions visant la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Cette baisse de la pression fiscale est techniquement la résultante du fait qu'on a eu une croissance du PIB plus que proportionnelle au taux de collecte des impôts et des taxes. Plusieurs entreprises ont soit bénéficié d'exemptions d'impôts et de taxes ou n'ont peut-être pas payé à bonne date les taxes et les impôts. Au plan social, l'objectif de l'annexe fiscale 2022 est de consolider la réduction du taux de pauvreté estimé à 39,4% en 2020 à travers la politique de l'emploi et le doublement du PIB par habitant à l'horizon 2030. L'atteinte de ces objectifs se fonde sur plusieurs hypothèses, dont celle d'une mobilisation plus accrue des recettes fiscales pour améliorer le taux de pression fiscale à 17%. Pour que l'impôt fonctionne, les citoyens doivent avoir confiance dans leur gouvernement et dans les autorités de ce que l'argent contribué, l'argent imposé est utilisé pour le bien-être des populations. L'annexe fiscale 2022 envisage aussi la prolongation de la durée de validité de l'attestation de régime fiscal en matière d'acompte d'impôts sur le revenu du secteur informel qui passe d'1 an à 3 ans. Des mesures fiscales en faveur de la microassurance et l'institution d'une taxe sur la communication audiovisuelle. Au Tchad, le secteur touristique a été fortement impacté par la Covid-19 et la situation sécuritaire du pays. Les acteurs du secteur ambitionnent donc de promouvoir l'écotourisme au profit des populations locales. L'objectif est non seulement de faire découvrir aux jeunes les différentes localités du pays et leurs paysages naturels, et également de relancer le tourisme. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Pour faire face aux effets de la pandémie de Covid-19 au Tchad, les acteurs du tourisme promeuvent l'écotourisme local. L'objectif est de faire découvrir aux jeunes Tchadiens les paysages naturels et la diversité culturelle du pays. Ce projet porté par le complexe hôtelier Rocher de Dandy a permis aux centaines de jeunes d'élèves et étudiants de découvrir les rochers aux éléphants et les réserves naturelles du lac Tchad. La visite a été vraiment super. Les enfants ont observé, nous également, c'est une occasion pour nous. Même moi, c'est ma première fois aussi de venir dans la localité. On a vu ce que Dieu a fait, la nature est vraiment merveilleuse ici. Les jeunes touristes sont accompagnés par les guides locaux et les enseignants de leurs établissements respectifs qui leur expliquent l'histoire et les différents processus de la formation naturelle des paysages. Des incursions qui profitent aux populations locales, notamment aux producteurs agricoles, pastoraux qui vendent leurs produits aux touristes. On ne fait pas de découverte nature, moins encore de la valeur touristique que nous avons au Tchad.
Et on sait que le Tchad, c'est beaucoup de potentialités touristiques, mais malheureusement mal vendues à n'importe quelle destination. Et là, je pense que ça a été une bonne formation, si simple, pratique. On a échangé. Et c'est aujourd'hui que ces enfants se disent « Ah bon, il y a le lac Tchad, et le lac Tchad, c'est comment ?» Voici. Donc c'est très intéressant, ça a été très passionnant nos discussions avec les enfants. Les autorités qui ont salué cette initiative estiment que l'écotourisme local favorise aussi bien l'apprentissage que le brassage culturel entre les jeunes et raffermit la cohabitation pacifique. Pour rappel, la pandémie de Covid-19 et l'instabilité sécuritaire dans certaines régions ont sérieusement impacté le secteur du tourisme tchadien. Et à la page sport, à présent, retour sur la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. À l'époque, l'équipe burkinabé de football, les Étalons, était dirigée par un nouvel entraîneur, le Belge Paul Put, qui avait entraîné avant ça les Scorpions de la Gambie. Il était secondé par l'ancien international Sidi Napon. Leur objectif était de qualifier l'équipe burkinabé pour la CAN 2013 et franchir le premier tour de la compétition. Il avait également la mission de qualifier les Étalons pour le Mondial 2014. On écoute Sidi Napon qui revient sur ses moments forts. À la CAN 2013, mes souvenirs, c'est que c'était une très très belle CAN. Et je vois le match, la finale contre le Nigeria. On est passé de très peu comme ça devant la finale et puis vraiment c'est quelque chose d'inoubliable. Et je pense que c'est le match Nigeria-Burkina. Et sans oublier aussi le match contre le Ghana, où ce match était très très palpitant, très intéressant, où on s'est fait avoir par l'arbitre sur tous les côtés, mais avec tout ça, ils ont expulsé Pitropa et avec tout ça, on s'est qualifié au fait. Et Sidi Napon qui bénéficie d'un parcours exemplaire dans le football. En 1996, il avait été sélectionné dans l'équipe nationale de Burkina Faso et a ensuite joué lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 1998. L'équipe avait pris la 4e place. Malgré un parcours riche en expérience qui l'a conduit sélectionneur adjoint de l'équipe senior du Burkina Faso en 2013 et ensuite entraîneur de l'équipe junior, Sidi Napon n'a pas poursuivi sa carrière sur le continent. Écoutons les explications de Sidi Napon. Bien sûr, vous savez, en Afrique, comment ça se passe. Une fois que vous avez fait votre part du travail, on essaie de tout faire pour ne pas continuer. Normalement, avec le Burkina, j'ai fait la finale, après j'ai pris les juniors. Bon, les résultats n'étaient pas mal comme il le fallait, donc on m'a remercié. Et de tout ça, ce n'est pas un problème. Et la Coupe d'Afrique des Nations débute aujourd'hui avec 2 matchs. Le match d'ouverture entre le pays hôte, le Cameroun et le Burkina Faso. Ensuite, ce sera au tour de l'Éthiopie et du Cap-Vert de s'affronter ce dimanche. Parmi les favoris de la compétition, l'Algérie, championne en titre d'Afrique en 2019. Écoutons les pronostics de Sidi Napon. Il faut parler du Burkina Faso aussi. On sera la surprise de cette CAN-là. Une équipe comme la Gambie, que les gens négligent beaucoup. Mais les Gambiens, ils ont un football un peu qui ressemble au football sénégalais parce qu'il y a beaucoup de Gambiens qui évoluent vers le Sénégal et ils sont frontières. Et je pense que la Gambie, je pense qu'il peut faire quelque chose de surprenant dans cette CAN-là. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.